Le 9 août au matin vers 11 h, ma troisième adjointe m'appelle pour me signaler qu'il y avait un colis alimentaire déposé devant la maison de quelqu'un, d'une famille. Et effectivement, il y avait des produits alimentaires de première nécessité en plein soleil, ce qui était tout à fait normal. Donc à ce moment-là, j'ai voulu frapper à la porte pour leur demander d'ouvrir. Pas de réponse, je vais vers le volet qui était un peu entrebâillé, je frappe sur le volet en disant « Jean-Pierre Muselier, maire, est-ce que vous pourriez m'ouvrir? Je voudrais vous voir ». Je reviens devant la porte parce que pour m'ouvrir, il se ferait passer par la porte. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte très précipitamment et le garçon, le fils de cette locataire, avait un couteau à la main, un couteau avec une lame très longue comme ça, en se précipitant sur moi en disant « Je vais vous tuer, je vais vous tuer ». Dans un dixième de seconde, j'ai vu tout apparaître ma vie, si vous voulez, avec mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, etc. Et vous voyez de près une lame de couteau, vous osez vraiment, vous essayez de survivre à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai esquivé, je suis parti. Bon. Alors, aujourd'hui, en faisant un peu le bilan de tout ça, si vous voulez, je garde ce traumatisme quand même d'agression. Ça c'est sûr, j'y pense la nuit, de temps en temps, pas maintenant un peu plus espacé. Je comprends pas le geste. À 68 ans, Jean-Pierre Muselier finit son troisième mandat de maire de Saint-Mion, petite commune de 500 habitants située dans le Puy-de-Dôme. Cet été, pour la première fois, l'actualité nationale a troublé la quiétude de ce village paisible. Bonjour Benoît, je te verrai tout à l'heure. Hein. Oui, bonjour. L'agression de l'élu a eu un fort retentissement dans la presse locale et nationale. Jean-Pierre Muselier a conservé les articles pour les fournir à son avocat. Sur le JDD, là, vendredi, encore le maire de Saint-Mion-Puy-de-Dôme a été agressé au couteau. Un de ses adjoints légèrement blessé. Le JDD. Auvergne, un maire agressé par le fils d'une habitante. Donc un petit article là. Le décès du maire de Signes a soulevé l'indignation. Le 9 août, le maire de Saint-Mion, lui aussi, a été victime d'une agression. Je n'accepte pas, si vous voulez, la violence sur qui que ce soit. En particulier encore sur quelqu'un qui détient l'autorité. Les maires sont OPJ, officiers de police judiciaire, donc on détient l'autorité sur notre commune, et lorsqu'on se déplace, on le fait dans le cadre de notre mission de maire, ou de président de CCAS, c'est pareil. Hein. Et donc il était hors de question pour moi de ne pas déposer plainte à l'encontre de quelqu'un qui est dangereux. Faire respecter la loi ? Une des missions du mandat de maire. Sur décision de la préfecture, il doit par exemple faire appliquer les règles d'urbanisme autour de l'église romane du village, classée monument historique. Mais quand un habitant décide d'y déroger, le maire n'a pas les moyens de s'y opposer. Comment voulez-vous qu'on le fasse? Il n'y a aucune sanction, il n'y a rien aujourd'hui. Mettre des astreintes? Je vais prendre un coup de fusil encore. C'est pas possible. Dans nos communes, nous sommes malheureusement dépourvus. Dans les grandes communes, il n'y a pas de problème. Hein. Les services juridiques, la police municipale, il y a, si vous voulez, je veux dire, une synergie, si vous voulez, que nous n'avons pas. Nous sommes en contact en permanence avec les administrés. Et donc, le choc, si vous voulez, maire-administré, quand l'administré n'est pas d'accord et n'est pas content, nous n'avons aucune possibilité de le faire plier. Et ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est les services de l'État. Et on nous demande de faire appliquer quelque chose sans nous donner les moyens. Donc c'est là où il y a le problème. Un sentiment d'impuissance qui n'est pas nouveau, mais qui a pris une ampleur particulière au cœur de l'été 2019, avec le drame de Signes.
Bonsoir à tous, il est 20h. À la une de l'actualité ce soir, le choc et les questions dans le Var après la mort du maire de Signes. Il a été percuté par un fourgon en voulant empêcher un dépôt illégal de gravats. Les réactions sont nombreuses. Emmanuel Macron salue ce soir le dévouement de l'élu. Un choc pour les habitants de cette commune du Var qu'il dirigeait depuis 36 ans, mais aussi pour les 35 000 maires de France et pour toute la classe politique. Je pense comme tous les maires de France, puisque je l'ai été, maire, il y a une forme d'identification très humaine. Et c'est bien de revenir sur ce qui s'est passé au mois d'août, parce que évidemment c'est une blessure qui ne se refermera pas. Dès le lendemain du drame, le Sénat lance une grande consultation auprès des maires pour connaître l'ampleur du phénomène. Et le gouvernement, qui avait justement programmé un projet de loi sur les maires à l'automne, est obligé de s'adapter. Des dispositions vont venir compléter le texte. Là où nous avons largement complété le texte, c'est en cas de problème. Ce n'est pas forcément en amont, c'est quand l'irréparable se produit, une agression, qu'elle soit verbale ou physique, c'est de se dire au fond de quoi a besoin un élu pour être accompagné. Pour finaliser ce projet de loi et écouter les maires, Sébastien Lecornu invite au ministère les élus agressés pendant l'été. Jean-Pierre Muselier, le maire de Saint-Mion, fait évidemment partie de la délégation, avec beaucoup d'attentes. J'arrive pour écouter l'ensemble des mesures qu'ils vont proposer pour la prochaine législature et à l'issue de quoi nous allons leur poser des questions et leur dire également notre mal-être. C'est surtout ça. Je vais rencontrer donc 11 autres élus qui ont eu les mêmes déboires que moi. Maintenant, demain matin, la presse peut faire état d'un maire qui s'est fait tuer, s'est fait renverser, a pris un coup de poing, etc. Alors, on n'est plus à l'abri, si vous voulez, de tout ça. On n'est plus du tout à l'abri. C'est fini. Bonjour messieurs. Les parlementaires chargés du dossier sont également conviés. Pendant près de 3 heures, le ministre est surtout chargé de rassurer des maires parfois traumatisés. Le déjeuner, c'était quand même aussi le moyen de dire à ces maires qui ne sont pas seuls et qu'il ne fallait pas non plus inverser les rôles. C'était eux les victimes, c'était pas à eux de se cacher, c'était pas à eux d'être de côté et que donc il ne fallait pas laisser s'installer cette banalisation de ces faits-là. Pour les élus, la chose est encore plus singulière parce que c'est pas vraiment un métier comme les autres, c'est pas vraiment un métier tout court. C'est pas non plus une fonction associative, vous n'êtes pas agent de votre commune. Donc cette singularité de l'engagement électif, qui est un modèle bien français, il méritait aussi cet accompagnement bien français. En charge du texte au Sénat, Françoise Gatel promet d'en tirer des enseignements. C'était pour nous, rapporteurs du texte, un moment important pour conforter ce que nous ressentons et la nécessité d'agir. Mais je crois qu'il faut en faire... Alors on prend souvent le mot de cause nationale, mais je pense que c'est un enjeu pour nous tous, que vraiment on replace les maires au cœur de l'action publique et qu'on s'indigne de ce qui leur arrive juste parce qu'ils sont maires et qu'ils ont osé s'engager. Qu'on s'indigne et qu'on agisse. Le sentiment que j'ai tout de suite, c'est que nous avons été entendus. Ça c'est sûr, on a été entendus. Le ministre nous a beaucoup remerciés dans le cadre de nos fonctions et il va y avoir, je pense, des modifications encore sur ce texte de loi, des amendements. Ça m'engage, si vous voulez, à préparer un nouveau mandat, un 4e mandat de maire, avec un optimisme à 100%. Début octobre, les sénateurs font le bilan de la consultation lancée auprès des maires. Le président de la commission des lois, Philippe Bas, en partage les conclusions avec les 2 rapporteurs du projet de loi sur les maires, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Alors là, si on ne défend pas nos maires, moi, je crois que vraiment, c'est que notre démocratie est en grand péril. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je partage sur l'importance du taux de réponse, sachant qu'en plus le temps c'était pendant l'été et sur un temps très court. Et ce qui m'a aussi frappé, ce sont les incivilités ou les agressions dont peuvent être victimes aussi les familles des élus. Et je pense qu'il était important qu'on puisse répondre de façon très rapide, de façon quasiment éclair avant l'élection municipale, parce que
ce sera, à mon avis, une des clés qui permettra de réinviter certains de nos concitoyens ou d'inviter ceux des sortants à être candidats la prochaine fois. Grâce à cette consultation, pour la première fois, un état des lieux des violences sur les maires est effectué, avec plus de 3800 retours d'élus. Après un été marqué par des faits divers les concernant, le questionnaire a été pour les maires un véritable exutoire, où ils ont pu livrer sans filtre la réalité de ces violences. J'ai reçu 9 coups de couteau et j'ai été annoncé mort au journal de 20 h. J'ai été agressé avec une fourche à 2 dents, pointée sur le ventre. J'ai reçu 2 coups de poing dans la figure. J'ai été victime d'une tentative de meurtre avec une voiture, comme une arme pour me tuer. 2 interventions chirurgicales, plus de 6 mois d'arrêt. En un mois, plus de 3800 élus ont donc répondu au questionnaire. Et 92% d'entre eux rapportent avoir subi incivilités, injures, menaces ou agressions. 14% évoquent même une attaque physique, soit 543 agressions recensées, un chiffre bien supérieur à ce qui était connu des services de police. Et pour cause, puisque seulement 37% des maires disent avoir saisi la justice et seulement 21% des plaintes ont abouti à une condamnation pénale. Par conséquent, nous avons adopté ce matin 12 propositions d'action. Si ce signal fort est entendu, s'il devient tangible par des mesures concrètes qui sont prises immédiatement, oui, cela aura un effet bénéfique sur les vocations pour les prochaines élections municipales. 12 préconisations dont une bonne partie sera reprise par le gouvernement pour une meilleure prise en compte des violences sur les maires. La première des choses que nous avons renforcées, même s'il y avait déjà des choses dans le projet de loi, c'est de garantir un niveau minimal, un panier minimal de services et d'accompagnement juridique avec un système d'assurance qui permet à chaque maire de France ou chaque adjoint au maire d'avoir l'assistance d'un avocat, quels que soient ses revenus ou les assurances personnelles qu'il peut avoir par ailleurs, considérant qu'un maire il est agent de l'État dans sa commune et donc il est bien normal que l'État l'accompagne et donc l'État paye cette assurance juridique pour toutes les communes de moins de 3500 habitants. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins pour un maire ou un adjoint au maire que pour un policier, un gendarme ou un pompier. Voilà, ça ce sont des mesures très concrètes. Pendant 2 semaines, en octobre, les sénateurs ont donc débattu de ce projet de loi baptisé Engagement et proximité. Souvent main dans la main, parlementaires et gouvernements ont veillé à offrir aux élus des communes les moyens d'exercer leur mission. Je vous propose, c'est qu'on fasse une belle œuvre collective tous ensemble, entre le Sénat, quelles que soient vos sensibilités politiques, et le gouvernement, pour rendre la vie des 600 000 élus locaux de ce pays bien meilleure au quotidien, au service de notre République. Si ce texte est aussi urgent, c'est que la crise des vocations est là. 50% des maires déclarent ne pas vouloir se représenter en 2020 et 1000 élus ont même abandonné leur poste en cours de mandat. Si la violence est un des aspects, la technicité toujours plus importante du mandat de maire est aussi un frein. L'enjeu de la formation est donc primordial. Ce jour-là, à Toulouse, c'est l'organisme élulocal.fr qui promeut la place des femmes en politique, qui dispense une formation sur les finances des communes. Je suis très heureux de vous accueillir à cette formation concernant les finances de la collectivité, maîtriser le discours, le vocabulaire du budget. Nous allons voir aujourd'hui le contexte général des finances des collectivités. Toutes déjà élues dans des conseils municipaux ou au département, les participantes viennent se former en fin de mandature, faute d'avoir eu avant les crédits suffisants. On a passé pratiquement le mandat sans se former, pour ma part, mais je crois que personne dans l'équipe ne s'est formé. Et donc là, vu qu'il y avait des propositions, donc c'était intéressant de pouvoir se former, et notamment les finances auxquelles je ne comprends rien. Donc voilà, c'était l'occasion. Je brigue un mandat de maire de ma commune, à nouveau, et je viens ici pour me remettre à jour de mes connaissances d'il y a 25 ans, on va dire. Je conduis aujourd'hui une équipe pour les prochaines municipales sur un petit village qui compte 1500 habitants, qui est dans le département des Pyrénées-Orientales, tout proche de Perpignan.
si ça dépasse le capital de la dette. Est-ce qu'on peut tout mettre en investissement ou il y a d'autres... où on peut le... Alors, il faut rembourser en priorité, donc effectivement, le capital de la dette, ce qui est logique, enfin pas rembourser l'emprunt, mais rembourser le capital des mensualités de la dette, et après tout le reste, effectivement, c'est un investissement. Pourquoi? D'accord, ça reste tout un investissement. Oui, tout à fait. Bien sûr, là, on a parlé de budget, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Et en discutant avec mes collègues, on échange des expériences et des idées. Et déjà, là, j'ai de nouvelles propositions à faire à ma future liste sur comment gérer la commune. Toutes ces questions-là, effectivement, c'est des questions auxquelles on n'est absolument pas préparé quand on est élu. On a pour soi que sa volonté et son envie de bien faire. On se heurte parfois effectivement à des difficultés, une méconnaissance du droit. Et je crois qu'effectivement, ça devrait être quelque part comme une obligation ou une proposition faite à tous les élus de pouvoir aller se former de manière à ne pas se confronter à des difficultés qui pourraient être facilement évitées. Les élus, quand ils commencent, donc il y en a qui ont leur première mandature, donc il y a un socle, un petit peu de formation, savoir ce qui se passe, que fait un conseil municipal, un peu de pédagogie d'une journée, 2 journées, en plusieurs fois, mais qui connaissent un petit peu, comme je vous disais précédemment, les rouages. C'est très très important, parce qu'ils se sentiront plus à l'aise et ils pourront surtout assumer leur mandat avec plus de facilité. Il faut tout de suite mettre l'élu, et notamment le primo-élu, à l'aise. Je deviens maire ou adjoint au maire, je ne dois pas avoir de complexe à me former. Aujourd'hui, il y a un complexe. La formation, elle a des vertus humaines, moi j'y crois beaucoup. C'est un des gros morceaux du projet de loi, mine de rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui fait aussi qu'on donnera le goût à l'engagement. Je vais même le dire autrement. C'est ce qui fait que peut-être on gommera le dégoût, peut-être parfois, lorsqu'on s'engage en disant « mais bon sang, Dieu que c'est compliqué, j'étais pas préparé à ça ». Donc tout simplement, il faut savoir y répondre et donc il faut préparer les bonnes volontés qui s'engagent. L'engagement, Arnaud Lafont connaît bien. Allez, on y va? Allez, go! Go! Allez, tiens. À 44 ans, ce père célibataire achève déjà son 3e mandat de maire de Castanet-Tolosan, ville située dans l'agglomération toulousaine. T'as quoi aujourd'hui? Français, mathématiques, histoire géo et anglais. La première mission d'un maire, c'est d'être aussi père, donc d'accompagner son enfant à l'école, tout simplement. Année importante, c'est le collège. Avec lui, les journées se déroulent au pas de charge. Vous allez bien? Bien vous? Ça va. Bonjour. Vous avez pris une photo? Oui. Plein? Et j'ai commencé à publier sur la page... J'ai vu ça. Bon, vous avez vu là en face oui, ça... je vais retourner faire quelques photos. Vous me les passerez? D'accord, il n'y a pas de Comme ça, on fera le avant-après. Merci bien. Et il lui faut jongler entre ses différentes casquettes familiales, municipales et de contrôleur de gestion en entreprise. Des journées bien remplies, avec un agenda tenu au cordeau. Alors aujourd'hui, une audition de mariage franco-étranger de 10 à 11, un rendez-vous téléphonique en salle des marchés pour toper dans le cadre du passage en taux fixe d'un emprunt à taux variable. Et toute la journée est au diapason. Les horaires, c'est très variable. Ça peut commencer par une réunion à 8h à Toulouse et se terminer par un conseil de communauté agglomération à minuit. Ça fait des belles journées. Ça, hop. C'est le hasard, tiens, ça c'est ma feuille d'indemnité. Ça vous intéresse? Hop. Voilà. Alors, comme j'aime bien la publier de toute façon sur Facebook, comme je publie mon avis de revenu, d'imposition, voilà. Une indemnité de maire d'une commune de 13 000 habitants. Moi, j'ai décidé de fixer mon indemnité nette au montant le plus bas perçu par un employé à temps plein dans ma collectivité. C'est-à-dire que je n'ai pas un employé sur ma collectivité qui touche moins que moi en équivalent temps plein. Ça donne une certaine liberté d'action quand on a envie de discuter avec eux.
Mais dans l'inconscient collectif, les élus sont des personnes qui sont privilégiées, qui ont un train de vie que n'ont pas les autres habitants et sont des postes qui sont enviés quand on ne les connaît pas. Quand on les connaît, on revient un petit peu, on révise le logiciel. Une démarche qu'Arnaud Lafont peut se permettre grâce à ses revenus de contrôleur de gestion en entreprise, mais il est bien conscient que tout le monde n'a pas cette chance. À un moment donné, si on veut des élus qui ressemblent un petit peu à l'ensemble des habitants, il faut qu'ils puissent avoir une activité professionnelle. Or, aujourd'hui, concilier une activité professionnelle avec une fonction élective, ça reste très difficile. J'ai pour ma part pu bénéficier d'un environnement professionnel et familial qui fait que je travaille en coopération, en partenariat dans la sphère familiale. Donc j'ai pu adapter mes horaires de travail, mais cette capacité d'adaptation que l'on peut avoir dans le privé, c'est très rare. Suite à votre audition préalable pour votre mariage, donc on a échangé sur tout un tas de questionnaires. Élu maire à seulement 25 ans, Arnaud Lafont va maintenant tourner la page de la politique municipale. Autant parce qu'il considère qu'il faut cesser le cumul des mandats dans le temps que par choix de vie. Ça fait donc 3 mandats que je suis en poste, 19 ans de ma vie. Je pense qu'il est temps, à un moment donné, qu'une nouvelle génération prenne le relais au niveau de l'action municipale. Les 20 dernières, je les ai consacrées à m'occuper des autres, à essayer de gérer une collectivité, un bien public. Les 20 prochaines années, je vais peut-être les consacrer un petit peu plus à ma vie professionnelle, à mon environnement familial, à mon enfant, que je n'ai pas vu forcément grandir les 10 premières années de sa vie, ou du moins autant que j'aurais souhaité. Donc c'est peut-être consacrer un petit peu plus de temps à cela. Entrez. Avec l'émergence d'une nouvelle génération d'élus qui ne consacreront pas forcément toute leur vie à la politique, la question de la conciliation vie professionnelle et vie d'élu va de plus en plus se poser. Nous sommes tous d'accord sur le constat, précisément, avec le Sénat, avec les associations d'élus. Personne, globalement, ne fait de propositions renversantes sur le sujet, parce que si on va trop loin, on rend les élus inemployables, ou alors même on les met en difficulté et en porte-à-faux avec leurs concitoyens. Donc la question de la représentation de l'élu salarié reste un objet qui est devant nous encore. Des parcours de maires qui évoluent, mais aussi des communes qui changent, naissent ou disparaissent. Fini l'époque des 36 000 communes françaises. Depuis 2019, le pays en compte même moins de 35 000 suite à des fusions de communes. C'est le cas en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Saint-Malo, où 3 communes se sont en quelque sorte mariées. Saint-Pierre-de-Pléguin, Lan-et-Lain et Tressé sont devenus une seule et même ville au 1er janvier 2019. Ménilroch, une commune nouvelle qui réunit 4300 habitants au cœur du pays du granit bleu, des fusions de communes que suit particulièrement la sénatrice Françoise Gatel. Ah, bonjour Christelle, comment tu vas? Très bien, bonjour bien, Françoise. Madame le maire. Ça va bien, merci. J'ai vu les travaux, ils avancent bien, hein, oui, ça y est. les travaux du bourg. La place prend forme. D'accord. Donc, oui. Bon, ça va être chouette. T'en as encore pour combien de temps là, 3 semaines. Ah, oh, ben, c'est bien. La fusion a eu lieu il y a moins d'1 an. Et qui dit fusion de communes ne dit pas forcément davantage d'éloignement. Un document. En fait, nous, dans l'équipe, notre idée majeure, c'est de se dire, on se met ensemble pour renforcer notre proximité. C'est pas pour aller ailleurs, c'est vraiment pour se dire, on est capable de faire plus ensemble sur du local. En fait, il y a longtemps que les équipes de foot des 3 communes, elles s'étaient mises en chambre, qu'il y avait des regroupements d'écoles, et donc à un moment, les élus épousent, on va dire, le périmètre de vie des gens, et parce qu'ils sont très attachés à leur commune. Et c'est justement pour ça, parce qu'ils la portent profondément et avec conviction, ils veulent la projeter dans l'avenir, et que se projeter dans l'avenir, c'est parfois faire évoluer la frontière, mais garder, tu l'as très bien dit, garder de la proximité. Ah, bon. Bah Christelle, écoute, merci encore de ton accueil. Merci beaucoup de ta visite. Bravo au plaisir. pour le travail. Ouais. Et je viendrai fêter la première bougie au mois de janvier. Avec plaisir. Merci Christelle. Très bien. Au revoir. Au revoir, bon retour. Merci. Bon, maintenant, on va aller faire un tour à Lan-et-Lain et puis voir les réalisations que l'on a pu faire sur Lan-et-Lain, commune déléguée.
Donc là, on va aller à la mairie. Si la nouvelle mairie centrale est située dans l'ancienne commune de Saint-Pierre-de-Pléguin, les 2 autres villages ont conservé leur mairie. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça va bien, écoute. Étienne Ménard était le maire de Lan-Hélin depuis 2014. Il est désormais simplement maire délégué. Mais pour lui, ce n'est pas un souci, puisque sa commune peut désormais bénéficier de services comme un portail internet commun ou la restauration scolaire, autrefois sous-traitée et de mauvaise qualité. On s'est donné la capacité, là, en moins de 9 mois, de produire aussi pour les enfants de l'école de Lan-Hélin. Donc c'est tous les midis, c'est 60 repas de plus qui sont faits à Saint-Pierre et qui sont servis ici à Lan-Hélin. C'était un des objectifs d'ailleurs avant donc, la création de la commune nouvelle. Hein. On avait évoqué ce problème. C'était un souci pour moi personnellement. La qualité de la nourriture pour les enfants, c'est quand même très important. Hein. Les services qui étaient à Saint-Pierre, au contraire, c'est qu'ils soient plus utilisés, mieux utilisés. À la limite, ils étaient sous-utilisés. Les optimiser, ouais. Parce que AGV, ils ont vraiment besoin de tout, là. Ils ont besoin de 3000 m² et ça peut se négocier, ça peut se faire ailleurs. Parce qu'après, est-ce que Calypso, tout près de l'école, est-ce que c'est... En mettant leurs moyens en commun, ils ont aussi rompu l'isolement que peuvent ressentir les petits maires ruraux. C'est quand même maintenant plus facile de prendre des décisions. On en parle en commun. Quand il y a des décisions un peu compliquées à prendre, on en parle avec Christelle, on partage et c'est un soulagement. J'ai mis un mouchoir sur mon ego pour ça, parce que quand on est maire, on représente un petit peu l'autorité de la commune. Enfin, on représente toujours l'autorité de la commune, mais bon, on se dit qu'on va perdre un petit peu de notre autorité, de nos pouvoirs, et ça, c'est pas du tout mon objectif dans la gestion de la commune. Moi, ma fierté dans la commune, c'est de faire en sorte qu'elle se porte bien, qu'il y ait des investissements qui se fassent, que l'école va bien, etc. Mais c'est pas pour ma notoriété, et ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Ouais, mais Madame la maire et le maire délégué sont désormais pleins de projets, comme l'accueil d'une maison de retraite sur la commune de Lan-Hélin, qui n'aurait pu se faire sans la création de la commune de Ménilroch. Au Palais du Luxembourg, pendant 15 jours, sénateurs et gouvernement ont donc débattu de toutes ces adaptations pour accompagner et faciliter la vie des maires. Et à l'heure du vote solennel, c'est une unanimité très rare qui se dégage de l'hémicycle. Il y aura des réponses pour faciliter au quotidien l'exercice du rôle des élus et plus particulièrement de celui de maire. Nous avons voulu dire que pour nous, il n'y a qu'une collectivité qui vaille dans le bloc communal, c'est la commune, parce qu'elle représente tout pour nos concitoyens. Notre groupe, pragmatique mais vigilant et exigeant, votera ce projet de loi. Le nombre de suffrages exprimés de 340. Pour l'adoption, 338, 2 contre. Je crois qu'il y a une unanimité du Sénat pour effectivement redonner aux élus locaux de la liberté et leur affirmer la confiance à la fois du gouvernement mais surtout des sénateurs pour que les élus retrouvent de la capacité à agir, de la liberté et surtout qu'on leur exprime notre confiance dans leur sens des responsabilités. Redonner la confiance et tenter d'endiguer le blues des maires qui s'était installé, avec en ligne de mire les prochaines élections municipales de mars 2020.